Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'automatisme du 5 février 2026, dont vous avez le sujet ici, euh, avec 6 exercices et des représentations en graphique à faire ici. Donc nous allons voir comment procéder. Donc dans ce premier exercice, il n'y avait que des questions de cours, donc j'ai été surpris que ça ne marche pas au mieux. Ici, une caliste de E. Alors E, le cardinal de E, c'était P, cardinal de F, N. Et donc ici, une caliste d'un élément de E. Ce que l'on fait pour créer une caliste, c'est choisir quel élément de E. Voilà, dans E puissance K. Donc ici, le premier élément est dans E. Vous avez ici P possibilités pour le premier élément. Voilà, P pour le premier. Ensuite P pour le second. Et P pour le dernier. Donc ici, vous avez P puissance K possibilités. P puissance K possibilités. Alors pour la deuxième question, petit b, les calistes sans répétition, P pour le premier, P-1 pour le second, P-K plus 1 pour le dernier. Donc c'est P factoriel sur N-K, P-K factoriel. Donc ça, calice sans répétition, P factoriel sur P-K, pardon, factoriel. Troisième question, c'est les parties à K éléments de E, K parmi N. Ici, N factoriel, P, pardon, parce que c'est toujours de E. Voilà. Ensuite, petit d, les permutations, donc les permutations P factoriel, puisque en fait on va tout classer, donc P pour le premier, P-1 pour le second, jusqu'à après avoir tout classé, il ne restera plus qu'un élément sur la fin. Donc factoriel P. Ensuite, les parties de E, de puissance 4 de E, donc de puissance P. Alors on a fini avec cette première question. La deuxième question, c'est les injections de E dans F. Alors d'abord les applications, donc deux petites injections. Nous avons E ici. Alors d'abord les applications. Donc ici, pour chaque élément de E, nous avons P possibilités pour le premier élément, P pour le second élément, N pardon, pour le premier, N pour le second, possibilité de choisir, jusqu'au dernier élément de E, c'est-à-dire il y a P éléments. Donc, N puissance P, c'est le nombre d'applications le nombre d'applications de E dans F. Alors, lorsque l'on doit faire une injection, en revanche, il y a N possibilités pour le premier, N-1 pour le second, jusqu'à N-P plus 1, c'est-à-dire N factoriel sur N-P factoriel. Ça, c'est le nombre d'injections. Parce qu'on ne peut pas répéter avoir deux fois la même image. Donc si je choisis cet élément pour le premier, pour le second, je ne peux pas choisir le même. D'accord? Donc je suis obligé de choisir parmi les N-1 qui restent. Voilà. C'est pour ça qu'on a à chaque fois une dégradation de 1. Ensuite, il faut bien évidemment que le N soit plus grand que P. Si N est strictement inférieur à P, il n'y a pas d'injection.
puisqu'on ne peut pas avoir une injection, il y a forcément deux éléments qui vont avoir la même image, parce que je n'ai pas assez d'éléments pour chacun des éléments de E sans avoir deux fois la même image. Donc ici, 0, si n inférieur à p, c'est le nombre d'injections, c'est 0. Ensuite, pour le nombre de surjections, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est un exercice en soi que l'on fera peut-être. En attendant, là, on ne peut pas répondre, sauf si, effectivement, je veux des surjections de E dans F en ayant plus d'éléments dans F que d'éléments de E. À ce moment-là, nombre de surjections. Je ne peux pas effectivement construire une surjection puisque je n'ai pas assez d'éléments pour tous les éléments de E pour recouvrir la totalité de F. Donc pas assez d'éléments dans E pour recouvrir tous les éléments de F. Donc nombre de surjections, c'est forcément, il n'y en a pas. Donc surjection, nombre de surjections égale à 0. Voilà. Donc voici pour ce premier exercice. Alors pas tout à fait, il nous reste encore les questions A et B. Donc questions A et B, vous avez à simplifier cette expression. Donc n plus 2, factoriel n plus 2 sur factoriel n moins 1. Factoriel n plus 2, c'est n plus 2 fois n plus 1 fois n fois n moins 1 fois n moins 2, etc. Donc fois n moins 1 factoriel sur n moins 1 factoriel n moins 1. On simplifie et on obtient n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2. Inutile de développer, hein. Ce ne sera pas une forme plus simplifiée une fois développée. Donc surtout vous arrêtez là. Pas de faire de calcul inutile hein, si ce n'est pas demandé. On vous demande juste de simplifier. Une forme factorisée est souvent beaucoup plus agréable et bien plus pratique, bien plus simple à comprendre qu'une forme développée. La forme développée, on n'y voit pas grand-chose, on ne voit pas les racines, on ne voit pas le signe, on ne voit rien avec une forme développée. Donc ça ne sert à rien de développer une expression, ce n'est pas la forme développée qui est la forme la plus simplifiée. Et d'ailleurs, si on vous fait faire des développements, c'est juste pour vous faire des calculs, mais on vous apprend à faire des développements très tôt, et vous finissez par penser que c'est la forme la plus agréable parce qu'on vous en fait faire, mais en réalité, les formes qui vous apportent le plus de choses sont les formes factorisées. Donc c'est de ce fait qu'au départ, à partir du moment où on vous apprend le développement, on vous fait faire plein de développements, que vous pensez à terme que c'est la forme nécessaire lorsqu'on vous demande une solution. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun intérêt à avoir une forme développée, la plupart du temps. Donc ici, on applique la formule. Voilà. Et je dois diviser par ça. Donc je multiplie par l'inverse. Et l'inverse, je mets factoriel 2 au numérateur, n plus 1 moins 2, voilà, sur n plus 1 factoriel. Alors, ensuite, pour simplifier tout ça, on va tout simplement faire apparaître dans les expressions ce qu'il faut pour pouvoir simplifier. Ici, par exemple, de n plus 1, c'est n plus 1 fois n fois n moins 1 fois n moins 2 factoriel. Voilà, et donc ça va pouvoir se simplifier avec le n-2, le factoriel n-2 du numérateur. Voilà, ensuite, ici on voit apparaître n-5 factoriel, donc on va le faire apparaître ici. Voilà, donc on a n plus 1 moins 2, c'est n-1, facteur de n-2, facteur de n-3, facteur de n-4, fois n-5, factoriel n-5. Et donc ça se simplifie avec le dénominateur.
Et on obtient cette expression. J'allais oublier de simplifier ceci. Et donc, au final, avec le factoriel 3, et j'ai oublié le factoriel 2 qui est là. Voilà. Factoriel 3 et factoriel 2, il ne reste plus que 3 au dénominateur. Ici, fois n plus 1. Et au numérateur, n-2, n-3 et n-4. Alors nous passons maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, de combien de façons différentes mettre 4 lettres dans 7 boîtes aux lettres 6 lettres dans 7 boîtes aux lettres. Donc exercice 2. Alors plusieurs façons de réfléchir. Ici vous avez les boîtes aux lettres, la boîte 1, la boîte 2 hop, et la boîte 7. Dans la première lettre, vous avez donc 7 possibilités de placer la première lettre. Donc par exemple, je pourrais ici choisir la boîte aux lettres 1 pour la lettre 1, première lettre. Pour la deuxième lettre, je peux choisir la 7 par exemple. Pour la troisième, je peux rechoisir la 1 par exemple. Donc vous voyez ici, je peux choisir la 1 plusieurs fois. En fait, je suis en train de construire, comme il y a 6 lettres, une 6 liste d'un ensemble à 7 éléments. Et donc j'obtiens ici, pour le premier élément, 7 possibilités, pour le deuxième, 7 possibilités, et pour le dernier, 7. Donc 7 puissance 6 possibilités pour ranger mes 6 lettres dans 7 tiroirs. Donc c'est comme pour les chaussettes, effectivement, c'est le même problème. Donc effectivement, c'était des 6 listes avec répétition. Donc ici maintenant, j'ai 3 bus. 3 bus. Donc le bus 1, le bus 2 et le bus 3. Ce qu'il faut imaginer ici, c'est qu'à chaque fois, nos contrôleurs arrivent. Ils sont au départ 3 contrôleurs. Et ensuite, 3 conducteurs. 3 conducteurs. Donc quand j'arrive avec mes 6 personnes devant le premier bus, il faut que je choisisse parmi ces 6 un contrôleur et un conducteur. Donc j'ai pour choisir mon contrôleur 3 possibilités. Donc 3 possibilités pour mon premier bus. Bus 1, 3 possibilités pour le contrôleur. Et pour le compléter, j'ai 3 possibilités pour le conducteur. Voilà. Pour le bus 2, j'ai plus que 2 conducteurs, 2 contrôleurs possibles et 2 conducteurs. Pour le bus 3, je vais avoir plus qu'une possibilité pour le... J'ai plus le choix hein, de toute façon. Et donc ici, j'ai le nombre de possibilités de compléter mes 3 bus, hein, de un contrôleur et un conducteur. Donc j'obtiens ici un 3 factoriel 3 au carré. 36. 36, c'est le nombre de possibilités de constituer ici mon bus. Alors en réalité ici, c'est comme si je faisais une sorte de liste, mais dans ces listes, ici j'ai le conducteur et là le contrôleur, ici du bus 1, conducteur et contrôleur du bus 2, et pareil pour le bus 3. Voilà. Donc ici j'ai une 6 listes, mais le problème c'est que j'ai 3 possibilités pour le premier, 3 pour le second, puis après, comme j'ai un de moins, voilà ce que j'obtiens. Et j'obtiens encore 36. Hein. Quelle que soit la façon que j'ai de raisonner, bien sûr, j'obtiens le même résultat. Alors on a fini avec cette histoire de bus. Nous allons passer maintenant au petit 3, beaucoup plus simple.
Alors pour cette troisième question, beaucoup plus simple, hein, puisque c'est la formule de symétrie. Donc ici nous avons ceci, et la formule de symétrie, hein, on constate ici que quand on fait la somme des deux éléments du bas, P plus N moins P, on obtient N, si je fais la somme. Donc ici, tout simplement, 7 plus 3, ça doit faire N, et ça fait 10. Donc N égale 10, tout simplement. Donc il n'y avait pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, ici, on veut former des couples. Alors il y a deux façons de procéder. Je vais vous faire les deux. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous voyez des exemples de dénombrement et de façon de résoudre des problèmes de dénombrement. Donc dans ce cas précis, on veut former 3 couples avec 6 hommes et 6 femmes. Donc on peut, première méthode, méthode 1, je choisis 3 hommes parmi les 6, je complète de 3 femmes parmi les 6. Donc là, dans ces cas-là, ça ne suffit pas d'écrire ceci. Il faut préciser ce que représente le 3 parmi 6. Si vous ne rédigez pas, vous n'aurez pas la totalité des points. Il faut ici préciser que vous avez choisi 3 hommes parmi les 6. Donc il faut écrire en toutes lettres, effectivement, que 3 parmi 6, c'est le nombre de possibilités pour choisir 3 hommes parmi 6. Pour les femmes, ici, c'est pareil. Donc ici, nombre de possibilités pour choisir 3 femmes parmi 6. Une fois que vous avez précisé ceci, maintenant que vous avez vos 3 hommes et vos 3 femmes, il faut réussir à les mettre en couple. Et pour ça, pour le premier homme, vous aurez 3 possibilités. Parce que vous avez le premier homme 1, le premier homme, 3 femmes possibles, 3 femmes possibles pour le deuxième, et 3 femmes possibles pour le troisième. Donc en fait, je suis en train de constituer 3 listes de 3 femmes sans répétition, parce qu'une femme ne peut pas être en couple avec 2 hommes à la fois, donc 3 listes de 3 femmes sans répétition. En fait, c'est une permutation, hein, d'ailleurs. Donc, c'est le nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments. Donc, 3 factoriels. Une fois que j'ai trouvé ces valeurs et celles-ci, il ne reste plus qu'à faire le produit pour trouver le nombre de possibilités totales. Voilà. Donc, le nombre de possibilités totales, 3 parmi 6, fois 3 parmi 6, fois factoriel 3. Un calcul rapide, ici, pour faire 3 parmi 6, c'est 6 fois 5 fois 4 sur 3 fois 2. Les 6 s'éliminent, il me reste 20. Donc c'est 20 au carré, 400, fois factoriel 3, qui est 6. Donc 2400 possibilités. Voici pour ce problème de couple, enfin, entre guillemets. Et donc, nous allons passer maintenant à l'exercice 5, qu'il fallait décomposer en plusieurs morceaux, puisqu'ici, dans l'exercice 5, il faut d'abord avoir une idée des répartitions sur l'ensemble des élèves de la classe, des 13 élèves de la classe, puisque j'en ai 8 qui parlent anglais, 11 qui parlent allemand, donc parmi ces 13, il y en a un certain nombre qui parleront anglais et allemand. Et donc, comme tous parlent au moins une langue, on sait que la somme des cardinaux de l'anglais plus l'allemand fait le total, c'est-à-dire 13. Enfin, si après j'enlève, enfin je vais utiliser la formule. De toute façon, je vais vous l'écrire. Pour y voir plus clair, j'ai noté A, les anglophones, et G, les germanistes. Et on a ici l'ensemble A, l'ensemble G, le total du cardinal, des cardinaux de A union G, c'est l'ensemble des éléments des élèves de la classe, c'est égal au cardinal de A plus cardinal de G, moins ceux que j'ai comptés 2 fois, le cardinal de A inter G. Ici, cardinal de A, on nous le dit, non, 8 anglophones, pardon. Le cardinal de G, c'est les germanistes,
ils sont 11, et moins le cardinal de A inter G donne 13. Donc on obtient cardinal de A inter G égale 13, pas 13, mais 8 plus 11 moins 13. Donc 19 moins 13, 6, qui parle à la fois anglais et allemand. Donc cette partie-là, 6. Cette partie ici, donc les anglophones sont 8 moins 6 de ceux qui sont que anglophones et qui ne parlent pas et qui ne sont pas germanistes. Et ici, 11 moins 6, on obtient 5 germanistes. Donc ici, 6. Ensuite, pour finir, comme on veut au moins, on veut que parmi les deux étudiants qu'on va choisir, il y ait deux élèves que l'on va choisir, on ait au moins un anglophone et un germaniste. Je compte le nombre de paires totales, et parmi eux, j'enlèverai toutes les paires où vous avez que des anglophones et que des germanistes. Nombre. Donc, nombre de paires totales, c'est 2 parmi 13. Donc, 13 fois 12 sur 2, ce qui nous fait 6 fois 13, 60, 84, ici. Ensuite, 78, pardon. Et ensuite, on a à compter ceux qui sont nombre de paires anglophones seulement. Donc, nombre de paires anglophones seulement, c'est 2 parmi 2, donc 1. Et nombre de paires germanistes seulement, 2 parmi 5. Donc 5 fois 4 sur 2, 10. Et donc ensuite, je fais la différence. Donc 78, nombre cherché. 78, moins 10, moins 9, moins 1. Donc 67 possibilités. Voilà. Ensuite, méthode 2. Méthode 2, je vais le faire rapidement, ici, parce qu'elle est quand même finalement moins intéressante, puisque le nombre de possibilités, j'aurais pu faire nombre de cas où parler les deux, 2 parmi 6. Donc 6 fois 5 sur 2. Ensuite, j'aurais pu prendre un là et un là. Donc 2 fois 6, 12. Un là, un là. Donc 6 fois 5, 30. Et en dernier, un ici et un là. 2 fois 5, 10. Donc au total, 15, 25. Alors 15, 27, 57, plus 10, 67. On a retenu, effectivement, 67 possibilités. Je reviens malheureusement au couple. J'avais oublié une solution qui consistait en fait pour l'ensemble des couples. J'ai oublié de vous dire la solution 2. Alors elle n'est pas plus intéressante, donc solution 2, c'était de faire d'abord le choix des 3 hommes parmi 6, et ensuite de dire je peux compléter cet homme de 6 femmes possibles, puis 5 pour le deuxième et 4 pour le dernier. Donc 6 fois 5 fois 4, on obtenait 120, fois 20, 240, 2400. 2400 en faisant le calcul, donc on retombait encore. Voilà. Alors j'ai pas rédigé, mais il faudrait rédiger, hein, tout expliquer, hein, ça suffit pas. Ceux qui mettent ce genre de choses, c'est incorrect, hein, donc vous n'avez pas la totalité des points. Donc méfiez-vous. Alors combien maintenant d'anagrammes avec le mot que je vous avais proposé? Donc, alors deux façons de raisonner. Je fais d'abord dans un premier temps
comme si chacune des lettres était une lettre différente, que j'aurais numérotée, A1, A2, A3, A4, A5. Donc, méthode 1. Et donc, le nombre de façons de ranger 6 lettres, nombre de permutations. Et il faut l'écrire, hein. Vous devez dire ce que vous êtes en train de faire, hein. Ça ne suffit pas simplement de mettre aussi factoriel 6 comme ça, sans qu'on sache d'où cela vient. Et ensuite, ici, comme il y a euh, factoriel 3 permutations possibles dB, et il y a factoriel 2 permutations possibles dA. Hop, il faut diviser par factoriel 3, factoriel 2. C'est le nombre de possibilités qu'on a compté en trop. Et donc ici, on finit le calcul. Donc factoriel 6 sur factoriel 3 fois factoriel 2. On simplifie. Donc ceci se simplifie. Ici, les deux. Il me reste 12 fois 5, 60. 60 possibilités. La méthode 2, c'est de se dire, nous avons à placer toutes ces lettres sur 6 emplacements. Donc pour les A, je dois choisir 2 emplacements parmi 6. Pour les B, je dois choisir ensuite, il ne me reste plus que 4 emplacements et j'ai 3 B à placer. Et pour les C, j'ai plus qu'un emplacement possible et un C à placer. Donc ici, 2 parmi 6, ça fait 6 fois 5 sur 2, 15. 3 parmi 6, parmi 4, c'est pareil que 1 parmi 4, donc c'est 4 par formule de symétrie. Et il me reste fois 1, 60. Le même résultat, bien évidemment. Donc, on vient de finir l'exercice 2. Ce qu'il faut retenir dans cet exercice 2, c'est qu'à chaque fois, il a fallu que j'explique ce que je faisais. Il y a certains qui ont mis ce type de résultat. Bien évidemment, sur 1,5 point, vous avez 0,5. Ici, ceux qui m'ont mis juste 60, 0,5. Si vous avez mis ça, peut-être que je vais mettre un petit peu plus, mais à peine. Là, juste le résultat, j'aurais mis 0,25. Voilà. Donc, il faut vraiment expliquer ce que vous faites, hein. Ça ne suffit pas simplement de mettre le résultat. Alors, on va passer maintenant à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est un élément de cours, donc ça, je ne vais pas le corriger. On va passer directement à l'exercice 4. Alors, pour BN, il y en a qui m'ont étudié la fonction f, soit f de x égale x carré plus x. Il faut déjà poser la fonction f de x égale x carré plus x. f' de x, 2x plus 1, c'est positif sur R+. Donc, BN, la restriction de f à grand N est croissante. Voilà, on a réglé le problème des BN. Alors, pour le petit b, je pouvais faire Cn plus 1 moins Cn. Ici, vous obtenez Cn carré plus 2Cn plus 1. On reconnaît Cn plus 1 au carré, qui est positif, ou nul. Donc, Cn est croissante. Alors, il y en a qui m'ont posé la fonction f de x. Voilà, f de x égale x carré plus 3x plus 1. Alors, quel est l'intérêt d'avoir cette fonction ici?
Donc ça, serait f de x, f de un, cn, pardon, f de cn. Quel est l'intérêt d'avoir étudié cette fonction alors qu'on a vu qu'il n'y avait pas de corrélation directe entre les variations de la fonction et les variations de c. C'est-à-dire que la fonction f, elle peut être croissante et c peut être décroissante, on l'a vu dans certains exemples. Donc je ne vois pas, si vous n'expliquez pas pourquoi l'étude de cette fonction sert à quelque chose, il n'y a pas d'intérêt. Donc ici, il y en a quand même qui ont étudié, je vais aller jusqu'au bout et vous montrer en quoi est-ce que ça a un intérêt. Ici, vous avez ceci, donc c'est un peu long parce que vous étudiez, vous avez positif, croissant, en 0 ça fait 1, et en plus infini, plus infini. Alors, déjà, il faut deviner qu'il faut étudier que sur 0 plus infini. Et ensuite, vous calculez, vous avez C0 égale 1, et C1, si je calcule le suivant, j'obtiens 5. Donc j'obtiens en fait C0 inférieur à C1. Et en fait, ça, c'est une initialisation que vous êtes en train de faire. Et ensuite, une hérédité. C'est-à-dire, vous supposez Pn vrai, voilà, en posant Pn, et là, vous pouvez effectivement, mais personne ne l'a fait. Hein. Donc, il n'y avait aucun intérêt, si vous ne passez pas par cette méthode, aucun intérêt à faire ainsi. Donc ensuite, vous aviez, comme Pn vrai, vous aviez ceci. On applique f, ça fait f de Cn inférieur ou égal à f de Cn plus 1, f de Cn plus 1. Et ici, Cn, c'est f de Cn, c'est Cn plus 1, inférieur ou égal à Cn plus 2. Donc, vous voyez ici, vous arrivez à la fin à avoir montré par récurrence ceci. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez fait ceci, vous avez bien étudié cette fonction, là. Et ensuite, vous avez expliqué pourquoi étudier cette fonction, vous avez fait une récurrence. Vous voyez, ça c'est la rédaction avec la récurrence, et ça c'est la rédaction sans récurrence. On ne dirait pas plus. Ensuite, ici pour la question d'après, le petit c, vous aviez juste à faire dn plus 1 moins dn. Il me reste ici, c'est le terme en allant jusqu'à n plus 1 moins le terme en restant jusqu'à n. Donc il reste juste le terme en n plus 1 qui est en trop. Voilà. Ça c'est strictement positif. Donc dn strictement croissante. Voilà. Pour le dernier, beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué. Disons qu'ici, le principe est que comme les termes de la suite AN sont strictement positifs, vous avez le droit, une méthode consiste à faire AN plus 1 sur N. Je vous avais mis comme dans les différentes méthodes, le cas où les éléments de la suite étaient strictement positifs et que on ait des factoriels ou des puissances, il était intéressant d'utiliser cette méthode. Si le rapport est plus grand que 1, ça veut dire que celui-là est plus grand que celui-ci, et à ce moment-là, c'est croissant. Et si le rapport est plus petit que 1, vous avez celui-ci qui est plus petit que celui-là, et la suite est décroissante. Mais ça ne marche bien sûr que si les termes sont strictement positifs, sinon ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas réfléchir en termes de quantité, une quantité plus grande qu'une autre. Donc ici, on va calculer d'abord AN plus 1 sur AN. Donc AN plus 1 sur AN, ça fait factoriel N plus 1 sur 3 puissance N plus 1, divisé par AN, donc fois l'inverse de AN, donc l'inverse de AN, 3 puissance N sur factoriel N. On calcule, N plus 1, factoriel N plus 1 sur factoriel N, ça nous fait N plus 1, et au dénominateur, puisque vous avez un 3 puissance N et 3 puissance N plus 1, il me reste 3. Alors on voit qu'ici, ça a tendance à devenir plus grand que 1. Donc je vais regarder quand est-ce que c'est strictement croissant. Voilà, comme ça, donc quand est-ce que c'est strictement supérieur à 1, à partir de quel rang? Donc ici, vous avez n plus 1 supérieur ou strictement pardon, à 3. Donc n strictement supérieur à 2. Donc an, la suite an,
est strictement croissante à partir du rang 3. Croissante strictement à partir de n supérieur ou égal à 3, strictement supérieur à 2. Donc on aurait pu calculer A3, A3 factoriel 3 sur 3 puissance 3, donc 6 sur 27, donc 2 neuvièmes. A2, c'est factoriel 2 sur 9 au carré, donc 2 neuvièmes. A1, donc vous voyez que ici, pour l'instant, on a égalité. Là, a priori, A1 va être inférieur, va être supérieur, pardon. C'est pour ça que c'est pas strictement croissant. Et ici, on fait le calcul, donc ça nous fait 1 sur 3 puissance 1 tiers. Ah, c'est bien, ça marche encore. Et oui, effectivement, le A1, dans ces cas-là, 1 tiers, c'est plus grand que 2 neuvièmes. Donc là, on décroît pour passer à 2. Là, on stagne et après, on est croissant à partir de A3. Et donc ici, A0, ce sera encore plus grand que A1. Et A0, ça nous fait factoriel 0 sur 3 puissance 0, donc 1. Effectivement, donc là, vous passez de A0 de 1 à 1 tiers, puis après de 1 tiers à 2 neuvièmes, c'est plus petit. Ensuite, vous stagnez, et après, vous croissez à nouveau, et strictement, puisque si j'avais fait A4, factoriel 4 sur 3 puissance 4, là, en revanche, ça va être beaucoup plus grand. Et ça me donne 4 fois 3 fois 2 sur 3 fois 3, 3 au cube, pardon. Donc les 3 s'éliminent et il me reste 8 neuvièmes. Et là, vous voyez que de nouveau, 8 27e, de nouveau, cela devient plus grand. On a tendance à augmenter de nouveau. Alors pour l'exercice 5, cette fois-ci, vous aviez dans une première question à étudier la fonction f' de x. Après calcul, on obtenait ceci. Alors je vais quand même vous faire le calcul intermédiaire. C'est u', donc 2, fois v x plus 1, moins u fois v' sur v carré. Et il se trouve qu'ici, les deux x vont s'éliminer, il me restera 2 fois 1, donc 2. Une fois qu'on a calculé la dérivée, on remarque, il ne faut surtout pas développer au dénominateur, mais ça, plus personne ne le fait, c'est strictement positif. Donc la fonction f est strictement croissante, et surtout, il va falloir aller jusqu'au bout, déterminer les limites en plus et moins l'infini, puisqu'on vous demandait le tableau de variation. Donc, la limite en plus l'infini f de x est équivalente à en plus l'infini à 2x sur x est égal à 2, donc la limite ici c'est 2. Et la valeur en 0, ici on la connaît, vous remplacez, ça fait 0. Et donc on avait une représentation graphique ici pour l'exercice 5 qui avait cette forme-là. Alors je regarde, je me demande si je ne suis pas en train de faire l'exercice 6. Oui, je suis en train de faire l'exercice 6, c'est pas grave. Je ferai le 5 après. Alors, la représentation graphique de la fonction ici, f, elle avait cette forme-là. Donc là, c'était y égale x. La représentation graphique, elle fait ceci, avec une asymptote horizontale ici, pour y égale 2. Donc, ça me faisait ça. Voilà. mu0, c'est 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Et là, maintenant, pour la représentation graphique,
Ici, on a mu 0. On trace ici la verticale. Ici, si je vais jusqu'à l'axe des ordonnées, j'obtiens mu 1, puisque c'est f de mu 0 qui me permet d'obtenir mu 1, par définition. Et donc, j'utilise l'axe y égale x pour obtenir mu 1 sur l'axe des abscisses. Ce que j'ai fait pour mu 0, je le refais pour mu 1. Donc ici, mu 1. Je ne vais pas aller jusqu'à l'axe des ordonnées, ça ne sert à rien, mais j'obtiens mu 2 ici. Voilà, mu 2. Voilà comment construire les trois premiers termes de la suite. Il semble que mu n soit décroissante et mu n tende vers 1. Alors ça, c'est une conjecture, hein, bien sûr. On n'a rien démontré. Donc tout ça, on va essayer de le démontrer. Donc là, c'est la construction des termes de la suite. Donc ça, c'était la question 2, construire sur le graphique, montrer par récurrence. Alors maintenant, par récurrence, vous obtenez, vous posez Pn, c'est mu n plus 1 inférieur ou égal à mu n inférieur et supérieur ou égal à 1. On obtient donc ici, pour l'initialisation de cette hypothèse de récurrence, mu 0 c'est 4 sur 4 plus 1. Donc ça fait 8 cinquièmes. Et 8 cinquièmes, mu 1, est plus petite que 4 et plus grand que 1. Donc, P0, vrai. Alors, ensuite, pour l'hérédité, on suppose Pn vrai, et donc on part de l'hypothèse de récurrence. Ensuite, on applique f, et comme f croissante sur r+, on obtient f de 1 inférieur ou égal à f de mu n plus 1 inférieur ou égal à f de mu n. Ici, on reconnaît mu indice n plus 2. Ici, mu indice n plus 1. Et f de 1, il se trouve que c'est 1. Voilà, on aurait pu le rajouter dans le tableau, ici, mettre que en 1, on avait 1 ici, comme image. Alors ça nous aidera pour la question d'après. Donc ici, je vous rédige tout de suite la démonstration qui permet de justifier que la limite de f est bien égale à 1, ce qu'on avait observé là en haut. Donc suivez bien parce que c'est une méthode qu'il faudra savoir appliquer absolument et qui vous permettra souvent de démontrer la limite que vous avez déterminée intuitivement. Alors la méthode est la suivante, soit ici un est donc mu n est donc décroissante et minorée par 1. Voilà ce que l'on a réussi à démontrer. Alors j'ai oublié de décrire la conclusion ici, hein, mais j'aurais dû dire on a donc montré par récurrence que, voilà, d'abord Pn plus 1 vrai, on a donc montré par récurrence, etc. Et donc ici on a donc mu n décroissante minorée par 1. Et théorème de la limite monotone, donc là c'est vraiment un théorème qu'il faudra que vous connaissiez, théorème de la limite monotone. Donc la monotonie, on l'a, c'est la décroissance, et le fait que ce soit minoré par 1, c'est quand même dans ce cas-là qu'on peut effectivement utiliser ce théorème. Quand elle est croissante majorée ou décroissante minorée, on a donc ici mu n converge. Mu n donc converge. Donc mu n converge. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la limite de mu n. Donc ce que l'on fait, c'est on note mu n tend vers L, et L est supérieur ou égal à 1.
Alors, une fois qu'on a déterminé effectivement que mu n convergeait, on dit donc que les termes suivants, mu n plus 1, tend vers L. Or, mu n plus 1 égale f de mu n. Et comme ici le mu n tend vers L, voilà, ici on a la limite d'une composée, donc ça tend vers f de L. Par unicité de la limite, en fait, vous avez à la fois L et f de L comme limite de mu n plus 1, unicité de la limite, voilà, donc ça c'est pareil, hein, il faut absolument l'écrire. On a f de L égale L, et on résout. F de L égale L, c'est seulement si 2L sur L plus 1 égale L. On résout, on topera sur un polynôme second degré, L carré plus L, on obtient L carré moins L égale à 0, donc L égale, enfin c'est L facteur de L moins 1 égale à 0, donc L égale 0 ou L égale 1. Or, la solution L égale à 0, on l'élimine. Pourquoi? À cause de l'hypothèse de départ, comme mu n est minoré par 1, on ne peut pas avoir L plus petit que 1. Donc la seule limite possible, c'est L égale 1. Donc, L égale 1. Donc on a trouvé la limite de mu. Donc, mu n tend vers 1. Voilà la rédaction dans le cas où vous avez montré que la suite était décroissante minorée. Il y a une dernière subtilité ici, c'est qu'ici, je peux dire que on a ceci parce que L et F est continu. Donc là, je récapitule sur les éléments de la rédaction. Pour être bien rigoureux, il y a f continu, unicité de la limite. Voilà, unicité de la limite. Ensuite, il y a théorème de la limite monotone. Tous les éléments qu'il ne faut pas oublier. Donc je vous les encadre. Et je crois qu'il faut rappeler, oui voilà, ceci aussi. Voilà, le fait que la fonction soit à la fois décroissante et minorée pour pouvoir utiliser le théorème de la limite monotone. Tout ce petit laïus pour réussir à avoir f de L égale L et résoudre, c'est-à-dire ici l'unicité de la limite et la continuité de la fonction. Voilà. Alors, donc là, j'ai vraiment fait une discrétion un peu longue sur quelque chose qui n'était pas encore demandé, puisqu'on ne l'avait pas encore vu, mais qu'on va voir dès la rentrée. Donc, c'est la méthode qu'il faudra connaître absolument. Alors ensuite, on avait la suite alpha n comme indiqué ici, qui était la solution entre 0 et 1 de f de x égale de f de x égale 1 sur n. Voilà, f de x égale 1 sur n, ici. Et donc ici, f de x égale 1 sur n, vous avez f de x ici. Voilà, c'est de f. Pour n égale 1, on obtient 1 sur 1. Et la solution, c'est 1. Donc ici, on a alpha, alpha 1. Pour 1 demi, alpha 2. Et pour 1 tiers, alpha 3. Voici la construction des éléments des trois premiers éléments de la suite alpha n. Voilà, comme solution de f de x égale 1 sur n. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer
la correction des questions. Donc ici, on considère tracer sur le graphique les 3 premiers termes, on l'a fait. Ensuite, il faut déterminer, il faut démontrer autrement que par récurrence l'expression, les inégalités qui sont en question petit b. Donc dans cette question petit b, nous avons f de alpha n égale 1 sur n, puisque solution de l'équation entre 0 et 1. Donc on doit montrer ce résultat ici. Voilà, avec alpha n appartenant à 0,1. Alors, le fait que alpha n appartienne à 0, on ne l'a pas au départ. Donc, en fait, on l'obtient du fait du tableau de variation que nous avons ici, puisque nous avons rajouté dans ce tableau de variation la valeur en 1, et la valeur en 1, on a trouvé 1. Donc, d'après le tableau de variation, comme n appartient à grand N, étoile, 1 sur n est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Et donc, d'après le tableau de variation, la solution f de alpha n égale 1 sur n implique alpha n appartient à 0,1. Voilà. Une fois qu'on a justifié que alpha n appartenait à 0,1, on n'a plus qu'à montrer que alpha n plus 1 plus petit que alpha n. Pour cela, on va partir de n plus 1 plus grand que 1 sur n. Entre n, 1 sur n plus 1, d'abord c'est forcément strictement positif et strictement inférieur à 1 sur n, et inférieur à 1, on a ces inégalités. Or, ceci, c'est f de alpha n plus 1, et ça, c'est f de alpha n. Et comme f est croissante, on a les antécédents qui sont rangés dans le même ordre. Voilà, elle est même strictement croissante, donc on a ceci. On a montré le résultat, on a même montré mieux, puisqu'on a montré la stricte monotonie, la stricte supérieure, le fait que ce soit strictement supérieur à 0 aussi, et que alpha n plus 1 strictement inférieur à alpha n. Donc alpha n est décroissante strictement. Voilà. Minorée par 0. Donc, par le théorème de la limite monotone, on pourrait réutiliser et dire que alpha n a une limite, et cette limite est supérieure ou égale à 0. Il faudrait montrer ensuite que cette limite, c'est bien effectivement 0. Alors, ici, comme la fonction f est inversible, et que l'expression de f-1, on peut la déterminer, c'est l'objectif des questions C et D. Donc ici, d'après le tableau de variation, je vais l'écrire, donc 2C, d'après le tableau de variation. Alors, donc le théorème de la bijection est le suivant. Théorème de la bijection, d'après le tableau de variation, là je vais bien l'énoncer, f est continue, strictement croissante. Voilà, ça on va le revoir de toute façon, au moment où on verra les fonctions continues. Strictement croissante de 0,1 dans 0,1. Donc, f réalise une bijection de 0,1 dans 0,1. Donc, on a trouvé l'intervalle J qui était demandé. Alors, pour déterminer la bijection réciproque, maintenant, la question 2D,
de D. Pour la bijection réciproque, il faut que je résolve f de x égale y. Et donc ici, 2x sur x plus 1 égale y. Je résous, ça nous fait 2x égale y facteur de x plus 1. Je développe, l'objectif étant d'avoir x en fonction de y. Donc 2x, ça fera 2 moins y facteur de x en mettant à gauche, égale y, et x égale 2 y sur 2 moins y. Voilà la bijection réciproque. C'est f-1 de y. Alors f-1, c'est un peu abusé comme notation. En notant f-1, la bijection réciproque de f sur 0,1. On peut maintenant passer à la question d'après. Ici, alors non, j'ai noté g cette fonction. En notant g, alors j'aurais mieux fait effectivement ici. Je vais mettre g. Et ici, en notant g, la fonction réciproque de f sur 0,1. C'est beaucoup plus rigoureux et effectivement c'est mieux. Parce que f-1, normalement, c'est si la fonction f était bijective. Or, on a étudié f pas sur l'ensemble total de définition, quoique c'était sur R+, donc si, on aurait pu effectivement. Bon, enfin, peu importe, on a doté g ici. Déterminer la limite de alpha n. Ici, on a tout simplement f de alpha n égale 1 sur n. Donc, on obtient, si et seulement si, alpha n égale g de 1 sur n. G de 1 sur n, donc ça me fera 1 sur n sur 2 moins 1 sur n. Alors ici, on va pouvoir exprimer, ici, en multipliant par n en haut et en bas, alpha n en fonction de n. Donc effectivement, on pourrait vérifier d'ailleurs que si je fais alpha 1, ça me fait 1 sur 2 fois 1 moins 1, 1. Alpha 2, on aurait pu le trouver graphiquement, mais j'obtiens 2 sur 2 fois 2 moins 1, donc 2 sur 3, 2 tiers. Et ici, si je regarde sur mon graphique, effectivement 2 tiers à surprise, ici ce serait plutôt 1 tiers, donc je vais quand même regarder si là je n'ai pas fait une petite bêtise. Ah oui, si je multiplie par n en haut et en bas, donc fois n et fois n, je n'obtiens pas du tout n sur 2 puissance, donc j'obtiens, ici c'est un 1 et j'obtiens 1 tiers. Et effectivement, ça correspond un peu plus à ce que l'on trouve ici pour alpha 2, c'est-à-dire 1 tiers. Voilà. Je pourrais continuer ainsi, mais peu importe. Hein. Maintenant, on obtient alpha n. Alpha n, c'est ceci. Et alpha n, j'ai directement que la limite de alpha n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Et la décroissance, on aurait pu la démontrer à partir de l'expression ici, assez simplement. Alors, il me restait l'exercice 5. Alors, pour l'exercice 5, le graphique, je vous l'ai fait ici. Voilà, je crois que je vais corriger. Voilà, c'est déjà ça, je vais corriger. Ici, pour la construction, il y en a beaucoup qui se sont trompés parce que oméga 0 ici, c'était 1 et non pas 0. Donc, quand je fais l'image d'oméga 0, j'obtiens oméga 1. Je ramène oméga 1 sur l'axe des abscisses, puis oméga 2, oméga 3, enfin oméga ou W, peu importe. Donc j'ai, semble-t-il, oméga n qui est croissante et oméga n qui tend vers, a priori, le point d'intersection ici, 5. Alors, on montrait par récurrence, donc pour ça, on va, la récurrence, je l'ai rédigée ici, mais comme c'est un élément de cours, je ne vais pas reprendre ce genre de choses parce que vous le verrez en élément de cours. Et ensuite, pour pouvoir conclure ici,
Je pourrais préciser que la suite oméga n, elle est croissante majorée. Donc, théorème de la minimum Wn va tendre vers un L que je vais déterminer. Comme tout à l'heure, je ferai f de oméga n tend vers f de L et vers L. Je résoudrai f de L égale L. Je trouverai 4 cinquièmes de L plus 1 égale L. Après résolution de l'équation, je trouverai L égale 5. Seule option possible. Comme je n'ai pas d'autres limites possibles, par unicité de la limite, j'avais ceci. Hein. Enfin, tout comme j'ai rédigé tout à l'heure. Et vous aurez donc la possibilité d'affirmer que oméga n tend vers n. La question d'après, c'était une récurrence. La récurrence, la proposition à démontrer, c'était ceci. J'ai oublié les guillemets ici. On va corriger. Vérifiez au rang 0, vous ne mettez pas oméga 0 égale ceci. C'est ce que l'on veut montrer. Vous commencez par calculer cette expression. Voilà, pour n égale à 0, c'est-à-dire celle-ci. Vous obtenez 1, et après vous dites que c'est oméga 0. Donc P0 vrai. Supposons Pn vrai. Donc, vous écrivez la formule de récurrence, vous remplacez Wn par ce que l'on a supposé comme étant vrai, vous développez et vous obtenez l'expression que l'on cherchait au rang n plus 1. Ceci pour n plus 1. Vous avez montré Pn implique Pn plus 1, on a donc montré par récurrence, etc. Ça, comme c'est entre 0 et 1, ça tend vers 0. Donc ici, ça tend vers 5. Donc pour justifier, il faudrait mettre que valeur absolue de 4 cinquièmes, c'est strictement inférieur à 1. Donc 4 cinquièmes puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc Wn tend vers 5. Voilà. À l'infini pour se corriger.